Ça inclut même la Bretagne. Voilà. Alors, frère de Josselin, pour ceux qui l'ont connu, parce que c'était notre sénateur du département, d'une époque. Alors, de l'extérieur, alors, Azénor et Lorraine, toutes les deux, elles sont là en tant qu'étudiantes pour nous aider un petit peu à trouver, entre guillemets, Des sous. Des sous pour restaurer tout ce qui ne va pas être pris en charge par le département et la région et l'État. On va essayer d'avoir le maximum pour restaurer parce que, alors, la restauratrice est là, donc qui est artisane, c'est ça, de billet. Artisane. Oui, restauratrice du patrimoine à Transport. À Transport. Donc le fameux tableau dont on va parler tout à l'heure, il est entre les mains de cette dame-là, restauratrice, qui est venue de Proscorp. Marie 3. Oui. T-R-O-Y. D'accord. Alors, vous connaissez un petit peu tous. Bon, il y a beaucoup de Saint-Laurent. Donc, normalement, on a toute la famille Grimaud, c'est bien. Il va expliquer pourquoi. Il y a Madame de Talouette et son fils de Kellner qui viennent pour la petite conférence. Voilà, je suis mince. Propriétaire du château de la ville de Quesnoy. C'est ça? À Kellner. À Kellner, la ville de Quesnoy. La ville qui était, vous pouvez venir visiter quand vous voulez. Bon. C'est pas là qu'il y a la crèche en ce moment? Non. C'est ça. Monsieur Mme Guillerot, donc ils sont vraiment des amateurs de patrimoine. Hein, ils sont antiquaires à Roche-Porangère. Monsieur Mme Bourbon, des passionnés de patrimoine aussi, de Malétroit. Monsieur Mme Bourbon, c'est bon? Voilà, et monsieur le recteur, mais ça, on ne le présente plus. Je cherche des personnes fortes. On ne présente plus, Non, c'est plus la peine. On dirait que Maintenant, vous savez, Oui, alors, monsieur Laurent aurait voulu parler un petit peu avant la description de l'aide. Oui, je voudrais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. J'ai l'honneur de présider la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, qui est une fondation qui est le premier mécène en France du patrimoine religieux. Nous nous occupons beaucoup de patrimoine, mais en ce qui concerne le patrimoine religieux, nous sommes le premier mécène en France et nous avons aidé à restaurer, j'allais dire, des centaines d'églises et chapelles en Bretagne. Donc nous sommes très impliqués. Vous pouvez comprendre pourquoi nous avons une prédilection pour la Bretagne, ne le répétez pas. Bon, il se trouve qu'il y a quelques années, nous avons eu l'idée, il y a 4 ans exactement, de lancer une grande campagne que nous avons intitulée « Sauvons le plus grand musée de France, les trésors de l'eau commune ». Alors, les trésors de l'eau commune, c'est à 98% ce qui est dans nos églises. Ben oui, ça veut dire que les œuvres d'art, en général, dans les villages, elles sont dans les églises, elles sont dans quelques-unes dans des mairies, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Et alors que dans les églises, on trouve des œuvres d'art extraordinaires. Ainsi, par exemple, au cours de notre campagne, nous avons été amenés à restaurer un tableau qui est pas de Musillac, mais ici, que le conservateur du Louvre a réussi à découvrir comme étant un tableau de Ribera, excusez du peu, qui a été exposé à Nivillac, qui a été exposé. Alors ça, c'est le conservateur du Louvre qui l'a identifié. Il a fallu le restaurer. Dans le cadre de la campagne que nous avons fait, le tableau a été exposé à Rennes, il a été exposé à Strasbourg, avec toute autre chose. Et puis, aujourd'hui, je crois qu'il va atterrir au musée d'Orsay. Parce qu'il est propriété de l'évêché. Bon, donc, ça, c'est pour donner un exemple. Et cette campagne, nous l'avons lancée au départ avec des étudiants de l'école du Louvre. Donc un breton qui un jour, c'était un jeune étudiant breton qui était dans une exposition, et il vient me voir, est-ce que vous n'êtes pas monsieur Laurent? Il me dit oui. Ah ben écoutez, je sais qui vous êtes, merci beaucoup. Et alors, je viens de lancer une junior entreprise à l'école du Louvre, et j'aimerais avoir vos conseils. Alors, de fil en aiguille, on s'est rencontrés, et ils ont lancé la campagne, et ce jeune étudiant a trouvé l'argent lui-même, dans le cadre de cette
campagne pour restaurer la croix de Plébéris, qui est le premier objet classé en Bretagne, qui s'était cassé la gueule à l'occasion d'une exposition à Paris, et qui était depuis 20 ans dans un placard à la mairie, et lui a voulu que ça revienne, que ça retrouve sa place à l'église. Et il y est arrivé après rue de Campagne. Bon, voilà comment ça a commencé. L'affaire a été poursuivie par des étudiants de Sciences Po, puis maintenant aussi de la Sorbonne, et puis l'Université de Nice, etc. Ça se développe. Et alors, là, aujourd'hui, vous avez deux jeunes bretonnes, Azénor et Lorraine, l'une qui est du frère, Lorraine qui est du Plestin-les-Grèves, et qui n'était jamais venue jusqu'ici. Et je leur ai dit qu'elle pourrait même aller jusqu'à Rochefort et Saint-Mal. Alors, c'est grâce à elle que, en tout cas, moi je retourne au pays. Alors je leur suis profondément reconnaissant, vous voyez que cette campagne a des effets très très heureux. Alors, elle se donne avec le chien pour essayer de trouver de l'argent pour la restauration de ce tableau. Alors, juste un mot encore. Je vous parlais du plus grand musée de France en disant le trésor de notre commune, c'est vrai. Ce n'est pas un vain mot. Je veux dire que au cours de notre campagne, nous avons retrouvé un sourd-barat, excusez du peu, dans une église près de Paris. Nous avons trouvé un Murillo, je ne sais plus où encore ailleurs. On fait des découvertes sensationnelles. Alors, dans le cadre du tableau dont on va vous parler tout à l'heure, ce n'est ni un sourd-barat, ni un Murillo, mais c'est un tableau qui est vraiment un trésor de la commune. Et il faut, c'est vraiment le but de notre campagne, c'est de redonner, de rapporter le maximum de vie culturelle pour que les gens se sentent, j'allais dire, riches de ce qu'ils possèdent, le connaissent, l'aiment et le fassent connaître et aimer aux autres. Voilà tout le but de ce que font ces jeunes filles. Je leur laisserai la parole après, enfin, si vous voulez bien, et le temps venu. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est de les aider, de vos conseils, pour savoir où elles peuvent aller, à qui elles peuvent demander de l'aide, parce que voilà, elles débarquent et elles veulent que ça marche, et ça marche. Grâce à vous. Merci. Presbytère. Oui. Et, Donc, voilà. Et comment bon, tout à l'heure, j'ai entendu le mot trésor. Trésor, il faut toujours le trouver. Le trouver, eh bien, c'est un peu par hasard, puisque quand mes parents l'ont acheté le presbytère, cette toile, elle était accrochée sur une cloison à l'étage, dans une partie qui nous servait de débarras. Cette toile, moi, je l'avais aperçue, vue, et puis elle est restée là un certain temps, tout le temps. Elle n'a pas été décrochée, elle n'a pas été nettoyée, et donc ma mère est décédée, et non, oui aussi, mais auparavant, on avait déjà négocié la vente de la maison à mon fils Thomas. Et c'est quand on a débarrassé cette maison, on a sorti un certain nombre de choses, et puis cette toile qui avait pleine de poussière, on a aussi décroché. Et puis, bon voilà, elle est arrivée dans la cour. Et pas tout à fait, mais presque. Et bon, les frères et sœurs n'avaient pas envie de faire quelque chose. C'est seulement Elisabeth, donc ma femme, qui a dit ainsi qu'il faudrait peut-être la mettre de côté. Et après, on a cherché à qui on pouvait s'adresser pour savoir ce que c'était. Et puis, dans nos relations, M. Mince était déjà passé avec pour d'autres occasions. Et c'est là que finalement on s'est dit, mais pourquoi on ne lui demande pas son avis? Et donc, a envoyé une photo. Donc on a commencé par envoyer une photo, et tout de suite ça a mordu la leçon. Et puis, Effectivement, on va dire ça comme ça. non, mais c'est quelque chose d'important. Il faut faire. C'est parce qu'il y a la connaissance derrière de ce type d'œuvre. Et donc, à partir de quelques photos, parce que pour nous, ça. Vous ne savez pas ce que c'est, à part que ça ressemblait à un vieux drap. C'était une toile donc, suspendue donc, à la cloison, 2 mètres de haut, 1 mètre 60 de large à peu près, quelque chose comme ça, qui servait donc à cacher un mur de torchis, puisque c'était une cloison en torchis, donc voilà, elle était accrochée là. Alors comment elle est arrivée là? Nous on ne savait pas, mais bon, il y a des spécialistes qui ont des bons circuits, et puis ils ont fini par trouver qu'elle était à l'église avant, et puis elle est arrivée au presbytère là-bas, suite à des travaux dans l'église. Et M. Maz nous a demandé, donc il était venu la voir, ce photographe,
Et donc on a estimé que c'était une toile qui avait de l'importance. Pas debout, il parle de gens. Et M. Mas, donc, quand il est venu la voir, donc, il nous a dit, oui, là il y a tel personnage, pour nous ils étaient cachés par le Wexler, et il nous a dit, là il devrait y avoir ceci, il devrait y avoir ça, peut-être une date, et il y avait des appréhensions. Et donc nous on a dit, on ne souhaitait pas, c'était juste avant la période de Noël, on ne souhaitait pas la garder à la maison parce qu'on avait nos petits-enfants, donc on l'a roulée dans un tissu, on roulait dans le mauvais sens, nous a dit Magali, et M. Mas nous avait dit qu'on pouvait la déposer à l'atelier de Magali à Ponscott. C'est ce que nous avons fait le 13 Monsieur Leno, décembre. la première chose qu'il nous a dit, vous n'êtes pas propriétaire de cette toile. Ah, On ne voulait pas non plus. C'était le 13 décembre, enfin nous l'avons déposé justement chez Magali le 13 décembre 2016. M. Mas était passé en novembre, fin octobre, voilà. Oui, c'est à ce moment-là que- Bon, on va leur laisser la parole parce que tu as beaucoup plus de choses que moi. La parole, donc le grand historien du patrimoine. Je vous remercie. Voilà, donc je vous ai mis un petit détail. Aujourd'hui, ça vous représente un peu le tableau. Aujourd'hui, on a une espèce de voile gris. Alors, c'est les années de poussière du grenier. Et c'est aussi le fait que le vernis ce soit, ce qu'on dit, est devenu un peu opaque. Magali qui est là, après ce qu'on appelle des fenêtres avec un certain type de solvant. Et ça nous permet comme ça de voir les personnages. Donc on n'a pas évidemment fait ça sur l'ensemble du tableau, ce qui paraît un peu complexe, mais comme ça vous voyez quelques petits détails. Alors il est vrai que ce sujet-là, moi je l'avais déjà travaillé parce que j'étais intervenu sur un colloque national il y a 6 ans, 7 ans, sur ce type d'œuvre qui est spécifiquement bretonne, comme je vais vous le montrer. Voilà, donc pour vous expliquer rapidement le rosaire, c'est à la fin du XVe siècle que la forme du rosaire est fixée par les dominicains, et notamment Alain Roche, qui est un dominicain breton. On va avoir un grand développement des confréries dans toute la France, mais notamment en Bretagne, avec des indulgences donc, accordées par Sixte IV, qui est donc le pape de l'époque, et donc on va avoir une diffusion, une dévotion qui va être réalisée sous le contrôle des dominicains jusqu'à 1569. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le développement des confréries des frères prêcheurs, notamment leur installation dans le diocèse de Vannes, qui s'installe assez vite, assez tard, pardon, dans les années 1630-1640. On va avoir quasiment dans toutes les paroisses, dans beaucoup de paroisses en Bretagne, des confréries autour du rosaire qui vont s'installer. Alors soit on a des statuts effectivement qui sont en lien notamment avec les dominicains, c'est-à-dire les statuts de Saint-Dominique ou de Sainte-Catherine de Sienne. Il y a quelques années, je me retrouvais à Carentoire, à l'église du Temple, deux petits tableaux comme ça, effectivement avec Sainte-Catherine de Sienne et Saint-Dominique. On va voir des choses qui vont être un peu plus élaborées, des retables, des éléments, et donc avec des grands tableaux. Et le grand tableau que nous avons là, c'est qu'il vient forcément d'un retable, c'est-à-dire qu'on avait un ensemble de constructions en bois, et donc il probablement bouchait la vitre, bouchait la baie. C'est probablement qu'on a restauré l'église dans les années 30-40 que ce tableau a été déposé. Et donc relégué dans le presbytère qui à l'époque était simplement la résidence du recteur. Alors pourquoi les propriétés communales? C'est parce que le tableau était là en 1905. Et en 1905, il y a eu séparation de l'Église et de l'État. Donc on a la preuve que le tableau a été fait, vous verrez, pour la commune de Saint-Laurent-sur-Ouse, qu'il était là en 1905. Donc la datation et l'antériorité à la loi de 1905 fait que c'est devenu une propriété communale. Quand c'est propriété communale, c'est inaliénable, imprescriptible. Ça peut être chez quelqu'un pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça reste quand même propriété de la commune. Sauf s'il y a eu vente. Et dans le cas présent, il n'y a pas eu vente. Et on a un document de 1948 que j'ai retrouvé dans mes archives. À l'époque, c'était le conservateur qui s'appelait Pierre Thomas Lacroix, qui est intervenu, qui avait déjà vu le rosaire, qui met en 1948, je n'ai pas retrouvé le rosaire. Donc il n'est pas très loin, il est à quelques mètres de là. Et voilà, donc, il y a eu un peu une perte de ce que j'appelle une perte du fil de la mémoire. Et aujourd'hui, on a un peu oublié, au mesure des générations, sauf sans l'intervention des époux Guimau, on n'aurait surtout pas eu ce retour-là. Effectivement, voilà, donc c'est une pièce qui est clairement communale et en application de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc le rosaire, la représentation la plus classique, c'est la donation du rosaire à Saint-Dominique Gusman, donc qui est le fondateur de l'ordre des dominicains, et Sainte-Catherine de Sienne. Donc c'est une représentation
Et généralement, on a les 20 mystères donc, qui présentent les épisodes de la vie et de la bière sous forme de médaillon. Là, on a une gravure du début du XVIIe siècle. Donc, avec, voilà, normalement, c'est 20 mystères, les joyeux, les lumineux, les douloureux et les glorieux. Voilà, c'est réparti comme ça va de la naissance du Christ jusqu'à la passion du Christ, donc on a tous les épisodes. Voilà. Pour vous donner, le thème du rosaire est déjà quelque chose qui est extrêmement développé dès le XVIe siècle ici, parce qu'on voit quand même, on fait une référence, hein, c'est Durer. Ce n'est pas le tableau de Saint-Laurent-sur-Rousse, hein, c'est dommage. Un petit Durer dans mais c'est pas grave. En tout cas, ça vous illustre effectivement, vous voyez, au fond, là, vous avez déjà Saint-Dominique. Ici, par contre, il n'y en a que 15. Il n'y en a pas 20. Ça, c'est déjà une première spécificité. Les anges que vous retrouvez là-haut, vous voyez, donc on est sur des compositions qui sont toujours les mêmes, et en bas le blason. Donc, qui a offert le tableau en tel, qui l'a payé, et qui est le seigneur créancier. Si on avance un tout petit peu, on a des éléments complémentaires par rapport à Loya. On a des personnages derrière Sainte-Catherine et derrière Saint-Dominique. Alors ces personnages qui sont-ils? Si on compare par rapport au tableau de Guégon, on va retrouver, vous voyez, la même organisation, les médaillons, et on retrouve donc Saint-Dominique, des personnages derrière. Là on voit mieux, hein, c'est l'avantage, et on voit effectivement les personnages derrière Sainte-Catherine. Une distribution de la société de l'époque. Les nobles, pour des raisons que je n'ai toujours pas compris, se mettent derrière Sainte-Catherine. Alors il y a une raison un peu simple, c'est Sainte-Catherine de Sienne avant d'être sainte, c'était une princesse. Donc ça veut dire qu'on réorganise la société de la famille noble. Voilà, Sainte-Catherine de Sienne était, on pourrait faire court, c'est quelqu'un qui a aidé les pestiférés, qui a sucé les saignées purulentes des pestiférés au moment de la grande peste de Sienne. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est rentré dans les ordres après. Donc c'est peut-être pour ça qu'on met effectivement les nobles de l'autre côté, et derrière Saint-Dominique qui est le fondateur de l'ordre, on a tous les régimes. En décroissant, hein. On commence par le pape et on termine par le recteur. Je suis désolé, mais il y a une organisation sociale hiérarchique qui est extrêmement précise. De la même façon, on commence par le roi et on termine par les seigneurs locaux. Donc vous voyez, tout ça c'est très très organisé. Alors si on fait un petit détail, voilà. Donc on retrouve Sainte-Catherine de Sienne ici, donc même chose. Et voilà, on retrouve les mêmes personnages qui sont couronnés, on verra plus de détails. Donc là, c'est la représentation de Louis XIV et de sa mère, Anne d'Autriche. Donc ça se passe forcément après 1643. Effectivement, il devient... mais officiellement, Louis XIV est couronné seulement en 1650. Donc ça permet comme ça d'avoir des éléments de datation. Donc là, derrière le personnage à Guégon, ben, c'est les ancêtres de Monsieur de Rohan qui sont là. Donc je crois qu'on a Henri de Rohan, Madame, et donc tout ça c'est une organisation sociale. On a appris que tous les femmes se positionnent derrière Anne d'Autriche et tous les hommes se positionnent derrière le roi. Donc là maintenant on a vraiment une organisation sociale qui est extrêmement précise. Voilà, donc là, Louis XIV, on retrouve, vous voyez, le même type de visage. À l'époque, il est jeune, si je ne dis pas de bêtises, il doit avoir 16 ans. Donc couronné, on retrouve la couronne qui est là. Alors, là, on voit moins bien la couronne d'Anne d'Autriche, elle la porte un peu derrière, la Guégon. Mais voilà, donc on a les deux personnages royaux, donc les familles nobles, qui se mettent derrière. Et donc, dans le cas présent, voilà, ça c'est le vœu de Lucrèce, donc c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, c'est ça qui complexifie un peu la recherche. En tout cas, il y a eu de nombreuses créations de confréries au XVIIe et XVIIIe, avec l'installation notamment des dominicains à Vannes à partir des années 1630-1640. Il y a une thèse qui a été réalisée il y a quelques années avec laquelle j'avais collaboré par Maud Amory qui disait qu'il y avait 108 représentations du rosaire en Bretagne, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Au sein de ces 108 ensembles, seulement 8 correspondent parfaitement à Saint-Laurent-sur-Rousse. Vous allez voir, même parmi ces 8, on va descendre encore un peu en dessous. Voilà. Donc là, je vous ai mis une carte au niveau national. Vous voyez, il y a une grande concentration des rosaires. Si on fait une enquête nationale, ce que je me suis amusé à faire, c'est très long. Mais voilà, dans l'iconographie du rosaire de Louis XIII ou de Louis XIV, voilà, vous voyez, il y a vraiment une concentration en Bretagne, en Vendée, un peu dans la zone Alpes-de-Provence. C'est probablement dû à l'influence directement italienne, et un peu dans l'Est parisien, notamment en Seine-et-Marne.
Vous voyez, c'est vraiment très très concentré dans tous les départements bretons. Et quand on prend le type d'œuvre, en fin de compte, on a trois grands ensembles. On a un ensemble finistérien. On a cet ensemble autour de Rennes, avec la chapelle Fougeray et Moutier. Et on a donc ces grands ensembles, donc en vert, c'est Saint-Laurent-Source. Donc ça se concentre donc notamment beaucoup dans les années 1630-1640. Et c'est dû notamment à la famille des Rouen. Alors, comme la famille Molac était en lien avec la famille des Rouen, est-ce qu'il y a eu un phénomène de mode, entre guillemets, pour vous la faire très très court, la famille de Rouen a eu quelques démêlés avec Louis XIII au niveau politique, et ils ont été un temps protestants. Et très souvent, on voit effectivement que le fait de revenir à la religion catholique, on a à la fois le retour par le biais du rosaire, et on a aussi le retour en grâce politiquement par le biais du vœu de Louis XIII, puis de Louis XIV. Donc vous voyez, ça a autant une symbolique politique qu'une symbolique religieuse. Voilà. Là, donc, sur le côté gauche du tableau, on a une représentation. Alors c'est vrai que c'est un peu plus difficile à lire parce qu'on ne s'est pas amusé à faire trop de fenêtres. C'est Magali qui nous a dit d'arrêter au bout d'un moment parce que sinon on resterait le tableau une fois, ce n'était pas non plus l'objectif. On était tous les quatre à l'atelier et on y allait, on y allait. Enfin, c'était Magali qui y allait et on partait derrière. Donc là, clairement, il y a la représentation donc, du pape. Alors là, je suis désolé, du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. En gros, les personnages, on les lit pas très bien, mais si on parle de la hiérarchie, là, on a effectivement simplement Saint-Dominique, probablement un dominicain de base, le recteur de la paroisse, le chapelain des Beaumont, enfin tout ça, ça reste à déterminer, donc on découvrira. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des photographies, ce sont des selfies à l'époque, donc on va avoir enfin le portrait du curé de la paroisse dans les années 750. Voilà, on a la photo des propriétaires. C'est une façon de faire un grand selfie. Voilà, donc le pape qu'on retrouve régulièrement, donc c'est celui-là, c'est Saint Pie V, qui est représenté ici. Et ce culte va se développer notamment beaucoup après la bataille de l'Épante. C'est une grande bataille contre les musulmans, donc c'est un renouveau de la foi. Et donc les dominicains sont vraiment les grands promoteurs de ce renouveau de la foi. Et un peu dans les marches, un autre sujet sur lequel je travaille en ce moment, c'est sur Saint-Vincent-Ferrier. Saint-Vincent-Ferrier est passé 2 siècles avant dans Vannes. Et voilà, il y a ce travail des dominicains sur les traces de Saint-Vincent-Ferrier dans le diocèse de Vannes va être recommencé. Et le rosaire va être une donnée importante. Il représente la société de Saint-Laurent à l'époque, au XVIIe siècle. C'est une œuvre en tout cas qui mérite. C'est pas un chef-d'œuvre, on est bien d'accord, c'est pas un Zodaran, c'est pas. Voilà. Mais c'est une œuvre en tout cas qui a le mérite d'être extrêmement représentative de la société à l'époque, d'un des rares témoins de cette époque-là dans l'église de Saint-Laurent qui a été un peu malmené au début du XXe siècle. Après la moitié du XXe siècle, on a eu tendance, comment dire, à plutôt retirer des choses qu'à en ajouter. En tout cas, voilà. C'est un édifice, aujourd'hui on n'en a plus que 5 en Bretagne, si on ajoute. Donc on a dans le 22, dans le 35 à Essé, à Pontcroix, à Guillaume, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Voilà, je vous remercie. Mais évidemment, on pense qu'il y a de la place, c'est pas ce qui manque. Mais oui, l'objectif, évidemment, parce que c'est, alors je l'ai dit, c'est un tableau qui est propriété communale, certes, mais il faut aussi voir que c'est un tableau qui est affecté au culte. Parce que la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas un tableau musée, c'est un tableau qui a été créé pour l'Église de Saint-Laurent. Les paroissiens et les personnes qui ont payé à l'époque, voilà, il y a eu un consensus entre le curé et le seigneur, donc c'est un tableau qui est affecté au culte, qui a une fonction certes politique à l'époque, certes de démonstration de qui était mais c'est aussi fondamentalement une donation du rosaire. Et la donation du rosaire, c'est d'abord une dévotion qui est personnelle. Voilà, il y a certes des confréries, mais après il y a la pratique du rosaire en dévotion personnelle. Donc tout ça fait que c'est une œuvre, certes, propriété publique, inaliénable, imprescriptible, comme j'ai dit, mais affectée au culte. Et affectée au culte, perpétuelle demeure. Et c'est sur ce chantier-là, justement, ce type d'œuvre, on travaille avec Olivier Drouan depuis quelques années, on a travaillé avec la Fondation Michelin et d'autres choses comme ça, où effectivement l'idée c'est non pas que ces œuvres-là partent dans un musée, dans le cas de Nivillac c'est un peu spécial, parce que l'œuvre effectivement était propriété du diocèse, il y a eu quelques cafouillis, mais c'est surtout qu'une œuvre de cette qualité, la conserver à l'église de Nivillac nécessitait des mises en sécurité extrêmement importantes. Imaginez bien, on passe un tableau qui n'était pas attribué à Ribera. On sait que c'est une œuvre de jeunesse de Ribera, donc autant vous dire que la valeur marchande du tableau a grimpé. La commune de Nivillac n'était pas prête, et je la comprends, à conserver un tableau de cette qualité-là dans une église comme ça.
œuvre qui doit revenir dans le berceau pour lequel elle a été créée. Voilà. Mais la question des protections est plus importante parce qu'actuellement. La meilleure chose pour éviter que les œuvres soient volées, c'est qu'elles soient connues. Voilà. Si une œuvre est connue, si une œuvre est photographiée, si une œuvre est documentée, elle n'a pas de valeur marchande. Elle n'a pas de valeur marchande. Il y a 2 ans, j'ai mis toutes les photos. Voilà. Il y a une base qui s'appelle une base de données qui s'appelle PLC, c'est la base de données du ministère de la Culture. J'ai mis tous les objets et toutes les photos de tous les objets du département en ligne. Ce qui fait que c'est une protection. À la fois, les mairies et les comités de chapelle savent ce qu'ils ont. Voilà. Les voleurs, supposés en tout cas, ils savent que du coup, en termes de traçabilité, c'est-à-dire que s'il y a une déclaration de vol, ce qui arrive malheureusement chez mes petits camarades, près d'avant, il y a eu une série de vols récemment, les photos sont envoyées directement à l'Office central de répression du crime. Donc vous voyez, c'est quand une œuvre n'est pas connue, justement, qu'elle a plus de risques. Parce que là, on n'a aucune iconographie, on n'a aucune documentation, donc si elle disparaît, on n'a pas de moyen de le prouver par A plus B. Là, avec les éléments que je vous ai donnés, il y a suffisamment d'éléments pour le reconnaître parfaitement, le tableau. Donc voilà, c'est aussi une forme de protection. C'est un travail que je fais notamment chez certains propriétaires privés aussi. Je conseille toujours aux propriétaires privés de photographier les œuvres, parce que très souvent, on a l'habitude, dans son quotidien, d'avoir l'œuvre sous la main. Faites pas gaffe, on a quelques photos de famille où l'œuvre est derrière. Plus l'œuvre est documentée, plus elle est protégée. Ça, c'est mon travail. De conservateur des antiquités objets d'art. Ça, c'est ma casquette d'État, c'est une appellation contrôlée qui est un peu ancienne, 1905, et c'est notre travail pour l'État. Et on gère justement ce musée hors musée au niveau national. Pour le département du Morbihan, c'est 6 000 œuvres protégées au titre des monuments historiques, 2 000 classés et 4 000 inscrits sur 1 200 lieux de conservation. Donc pour reprendre l'expression de mon camarade Olivier Poisson, qui est inspecteur général, c'est un musée éclaté. C'est un musée, c'est une réserve éclatée, ça veut dire qu'on a un conservateur, et vous avez imaginé qu'il y aura des réserves sur 1 200 lieux différents, voilà, et des propriétaires différents. C'est un travail complexe. Bon, là, l'avantage, c'est qu'au bout de 25 ans sur le terrain, je les ai toutes faites. Tous les églises et tous les chapelles. Voilà. Voilà. Donc, je pense avoir une bonne connaissance du terrain. Oui. Et des fois, avec Saint-Yves, qui se retrouve maintenant à la Chambre des avocats à Paris, Il y a des rachats par les Paris, il a été acheté par un antiquaire dans les années 94, donc c'est assez récent. Et il y a eu 3 autres tableaux que je n'ai pas revus d'ailleurs dans les comptes du presbytère de Malétroit. Je ne sais pas s'ils sont devenus. Alors, c'est que vous avez donné suite. Non, c'est un dossier que je connais, parce qu'en fin de compte, c'est le service de l'inventaire du patrimoine qui fait l'inventaire de Malétroit dans les années 90, si je ne m'abuse, qui avait signalé ces tableaux. Après, la difficulté de ces tableaux-là, c'est de les mettre en lien avec un édifice, notamment avec Saint-Gilles. On n'a aucune preuve aujourd'hui que les tableaux étaient à Saint-Gilles. Voilà. Donc si on n'a pas la preuve, effectivement, qu'à un moment ils étaient dans un édifice, au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sont soit clairement indiqués, soit la liste, parce qu'il y a une liste, on ne peut pas faire le lien. Des tableaux religieux, on en a également chez les propriétaires privés. Ça, effectivement, c'est dans les collections privées, on peut avoir du religieux et du portrait de famille et autre chose. Donc c'est vrai que dans le cas présent, je ne sais pas, enfin, je pense qu'à l'époque, on ne va pas rentrer dans les polémiques parce que c'est un peu polémique ce dossier-là, je pense que la paroisse, c'est la paroisse qui a vendu, enfin, en tout cas confié ça à un commissaire priseur local, pour être très clair, et que le tableau de Saint-Yves s'est retrouvé dans le, c'est drôle, se retrouve dans le président du barreau de Paris. Donc si le tableau a été volé, c'est cocasse. En tout cas, si la vente est illégale, c'est assez cocasse, effectivement. Mais en tout cas, non, c'est un dossier qu'il faudrait reprendre vraiment tous les archives de l'époque pour vraiment être sûr. Je l'ai survolé il y a quelques années, je l'ai en tête. La difficulté, c'est un peu la difficulté des presbytères de manière générale, hein, c'est qu'aujourd'hui on a des presbytères, il y a moins d'affectataires, soyons très clairs. Je crois que la moyenne, si je ne dis pas de bêtises, c'est 3-4 paroisses par affectateur, mon père, si en département. Un peu plus, à mon avis, maintenant. Voilà, on est peut-être à 5-6 paroisses. Pour rajouter en moyenne 4 à 5 chapelles par paroisse. Et donc ça fait quand même, dire le recteur, quand son rôle d'affectataire, est à la tête d'une vingtaine, d'une trentaine d'édifices religieux et immobiliers. C'est un peu une difficulté. Moi je suis très. Voilà. Et ces presbytères-là sont généralement propriété communale. C'est de la loi du concordat en fin de compte. Alors, la difficulté c'est ça, c'est effectivement les objets religieux qui étaient affectés au culte dans les églises qui ont été transférés dans ces presbytères-là. Je pense notamment à l'orfèvrerie. Là, l'orfèvrerie ancienne, très souvent, on n'est pas en usage. On
la conserve dans les presbytères. D'ailleurs, les vols d'orfèvrerie qu'on a eu, c'était dans les presbytères, au passage. Très souvent, c'est malheureusement, c'était le dimanche. Bah oui, dimanche, le prêtre travaille. Donc, il y a eu 2 presbytères qui ont été visités, non pas pour les objets d'art, mais pour l'argent. C'est un détail. On a volé les coffres et dedans, il y avait effectivement de l'orfèvrerie, et l'orfèvrerie est disparue, malheureusement. Mais il faut être très très vigilant. Je sais que je suis toujours en contact avec, d'une part, le diocèse, le curé de Château-Thierry, et c'est vrai que chaque fois il y a un presbytère qui est vendu, parce que très souvent, voilà, le prêtre n'y réside pas, c'est propriété communale, la commune décide d'en faire autre chose, et là il y aura un inventaire systématique, non pas seulement des objets d'art, mais aussi des archives. Parce que les archives de la paroisse sont parfois la seule mémoire avant la Révolution de la commune. Donc très souvent, voilà, moi je me souviens il y a quelques années, au Guerlo, il y a une petite dame qui est arrivée avec un carton, disant est-ce que ça vous intéresse les vieux papiers, monsieur Mince? Bon, vous connaissez un peu, et elle avait tous les archives du Guerlo, depuis le 16e, 17e. Le presbytère avait été désaffecté culturellement il y a une vingtaine d'années, et le prêtre de l'époque lui dit ça t'intéresse, je te donne ce carton-là. C'était tous les archives. Les archives aujourd'hui sont conservées aux archives départementales du Morbihan. On a mis les choses au clair avec le diocèse et la commune. Les archives sont là, elles sont publiques, elles sont conservées. C'est ça. Après, effectivement, il y a eu des loupés. Mais régulièrement, quand je visite des greniers de presbytères, il y a des choses effectivement qui traînent. Ce que j'appelle les pièces détachées de l'église. Voilà, on a enlevé un confessionnal, on a mis ça en garage. Vatican II a fait quelques dégâts aussi de ce côté-là, parce qu'on a réaménagé des chars à prêcher qui ont disparu, des confessionnaux qui ont disparu. Voilà. De manière générale, dans le Morbihan, on s'en sort extrêmement bien. Et en termes de vol, les vols sont extrêmement rares parce que justement, sauf qu'on a des vols dits d'opportunité. Voilà. Quelqu'un, une statue du plaît, il la prend. Voilà. Mais généralement, en termes de vol organisé, j'entends, c'est très rare. Parce que si les Morbihanais, les Bretons de manière générale, sont extrêmement vigilants dans leur patrimoine, ils le connaissent. Aujourd'hui, on a une force en Bretagne, ce sont les associations de chapelles. Elles sont ni propriétaires ni affectataires en termes de la loi. Elles n'existent pas. Mais en tout cas, c'est une force rare parce que si on a le patrimoine qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là qui ont pris conscience d'un patrimoine local dans les années 50-60. Ce sont les gardiens. Ce sont des gardiens. Et ici, même chose, vous avez des gardiens. Donc, voilà. Sur le coût global de l'opération, sachant qu'il y a une grosse partie qui va être prise en charge au niveau des subventions, c'est un tableau qui est dans un état de conservation que vous avez pu apprécier sur la projection. Alors ça peut faire un petit peu peur de se laisser guider en disant je vous assure que c'est tel et tel personnage. Mais moi aussi je vous le confirme, c'est tel et tel personnage sur le tableau. En fait, on a différentes couches qui sont superposées, du support toile à la couche de peinture à la couche de vernis. Et en fait, ce qui nous embête, c'est qu'aujourd'hui la couche de vernis n'est plus translucide. Donc elle a perdu sa transparence, elle ne peut pas lire la peinture qu'il y a dessous. Mais en la rendant à nouveau translucide et au terme de la restauration, en retirant ce vernis-là pour en apposer un œuf, on va vraiment réussir à lire les personnages. Et là, on parle d'un projet, en fait, on a déjà travaillé sur des projets similaires avec des états de conservation qui étaient même beaucoup plus détériorés que celui-ci. Un tableau qui faisait 3 mètres sur 2 mètres, qui était conservé dans un sac à patates de plié en 24. Donc on est parti plus loin, ce qui nous a aussi permis de faire un estimatif. Et c'est surtout que on a la chance d'avoir le soutien de la Fondation du patrimoine et d'autres mécènes, que ce soit privé ou de futur privé, ou l'État aussi. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense respecter ce budget-là en ouvrant le chantier à des étudiants restaurateurs qui vont pouvoir relever le challenge avec nous, chose qu'on a fait déjà sur des projets antérieurs. Et ça a très très bien fonctionné. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas intervenu, mais on va voir avec Madame le maire désormais pour une protection des monuments historiques. Donc ça, c'est ma fonction. Je suis rapporteur dans une commission régionale, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Il y a une section objet. Donc après, il y a 2 niveaux de protection. Si vous voulez, il y a un niveau, c'est classement des monuments historiques. C'est un classement national, c'est-à-dire qu'on reconnaît que le tableau a une valeur nationale. Et il y a l'inscription des monuments historiques. Voilà, c'est un intérêt au niveau régional. Bon, le premier travail qu'on fait généralement dans ces cas-là, c'est le travail que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est qu'on analyse l'iconographie, on analyse la rareté du tableau, et après on fait une protection des monuments historiques. Donc ça, clairement aujourd'hui, le
dossier sera présenté pour une première commission, une antichambre entre guillemets, le 6 mai prochain. Voilà. Et si tout va bien, mais je pense que ça devrait aller, j'ai 100% de réussite sans les présentations du dossier, on devrait avoir donc une deuxième phase et il devrait être protégé au titre des monuments historiques, au moins inscrit au titre des monuments historiques au mois de juin prochain. Ça va assez vite, hein, pour l'administration, on va assez vite, hein, c'est possible. Et donc, en fonction de l'inscription au titre des monuments historiques, il pourra bénéficier d'aides, notamment du département, qui finance, qui soutient la restauration du patrimoine protégé inscrit depuis des années, à hauteur de 50%. Donc ça, c'est pas un dossier qui est encore fait. Et a priori, on a des élus qui ont toujours été extrêmement favorables à la restauration du patrimoine. Et ça pourrait être aussi incrémenté par l'aide de la région, et notamment l'aide de l'État. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est qu'on arrive sur un niveau de subvention de 70%, de près 70%, le reste étant à la charge de la commune. Et bon, petite commune, l'idée c'est justement que la part restante de la commune puisse être prise en charge par le biais des souscriptions. Voilà, ce qui serait ce qu'on appelle une opération blanche, la commune ayant payé la TVA pour lui permettre de retrouver un tableau disparu depuis quelques années. Donc voilà, c'est une restauration pour envisager. La TVA dont on est remboursé. Oui, la TVA dont on est remboursé. Non mais c'est pour ça qu'on ne finance que sur leur taxe d'ailleurs. Non, tout ça pour dire que le tableau, pour avoir justement ce que disait Magali, on a un peu d'expérience, c'est 2 années. La première phase, ça va être une phase de stabilisation, de consolidation du support et de la polychromie. Une fois que tout le support sera propre et stabilisé, mis sur un châssis, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de châssis, on passera sur le niveau dessus, et là les recherches historiques permettront aussi de comparaison d'avoir des éléments. Oui, il y a une question au fond. Donc, il manque 9 000 euros. Donc, voilà. Alors, donc, leur travail, ça va être de nous aider à trouver les 9 000 euros restants. Alors, bonjour à tous. On nous a déjà présenté, mais moi je m'appelle Asinor et voici Lorraine. Donc, on est partenaires dans cette aventure. Donc voilà, comme on l'a dit, on est étudiante et on étudie plutôt les affaires culturelles et le domaine du patrimoine. Et la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français nous a proposé de participer à ce projet, donc le plus grand musée de France. Et voilà, on est tous les deux passionnés par l'histoire de l'art et très intéressés par la question de la sauvegarde du patrimoine. Donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir participer à ce projet. Et comme on vous l'a dit, on est tous les deux plus ou moins originaires de Bretagne. Donc moi je viens d'Ille-et-Vilaine, de Rennes, et le Rennes est un ancrage dans les Côtes d'Armor. Voilà, et on se retrouve dans le Morbihan. Donc c'était un peu une évidence pour nous de travailler sur la Bretagne. Effectivement, on a choisi le Morbihan, donc c'est une grande découverte. Et j'ai un peu honte de dire que j'étais jamais venue dans le Morbihan avant, mais cette année je découvre. Et le Rennes nous a... Oui, pourtant, mais les habitudes comme ça, on allait dans les Côtes d'Armor, donc voilà. Mais une très belle découverte. Donc Lorraine va vous parler peut-être un peu de comment on s'imbrique dans ce projet. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté donc la direction régionale des affaires culturelles, on a contacté aussi, on a prospecté avec les associations et les conservateurs des antiquités et des objets d'art pour trouver des œuvres qui ont besoin d'être restaurées et qui ont besoin surtout d'un coup de pouce financier pour achever la restauration. On a présenté tout ça devant un jury à la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français et donc on a sélectionné la donation du Rosaire. C'était déjà notre préféré, hein, donc voilà. Notre choix était déjà fait, mais il fallait en présenter plusieurs, donc bon, c'est un peu le jeu. Et donc aujourd'hui, pourquoi on vous présente l'œuvre, c'est que maintenant il faut qu'elle soit restaurée et assez rapidement parce qu'il faut qu'elle retrouve le plus vite possible les murs de l'église Saint-Laurent. Et donc pour ça, vous avez compris que la restauration n'était pas gratuite et on a besoin d'aide pour récolter ces fonds. Donc très concrètement, tout le monde est appelé à participer. On a déjà eu 2 dons. Une amie qui trouvait que ça faisait vraiment trop triste que la jauge soit à 0. Donc voilà, c'est le premier don. Et ensuite, ma petite sœur qui m'a donné la fin de son argent poche du mois. Donc on met tout le monde à contribution. Donc même les petites sommes, hein, vraiment. Parce qu'il n'y a pas de petits dons et parce que 8 000 euros, on ne va pas les trouver comme ça. Donc
On va bien sûr contacter On va contacter les entreprises. mais c'est aussi je veux dire, la population locale il faut s'approprier cette œuvre et donc participer à cette restauration. Concrètement, quand on fait des dons à la sauvegarde de l'art français, comme la fondation est reconnue d'utilité publique, les dons bénéficient vous avez des avantages fiscaux évidemment, donc pour un particulier à hauteur de 66%. Donc un don. Vous voulez ajouter quelque chose ?